On peut tout dire avec un regard, et cependant, on peut toujours nier un regard, car il peut être répété textuellement. Ceci me rappelle une de mes connaissances, le Mirabeau de Rome. L'aimable petit gouvernement de ce pays-là lui a donné une manière originale de faire des récits, par des mots entrecoupés qui disent tout et rien. Il fait tout entendre, mais libre à qui que ce soit de répéter textuellement toutes ses paroles. Impossible de le compromettre. Le cardinal Lante lui disait qu'il avait volé ce talent aux femmes. Je dis même les plus honnêtes. Cette friponnerie est une représaille cruelle, mais juste, de la tyrannie des hommes. Hier, 14 août 1837, je m'en revenais à Grenoble, très fatigué, mais nous sommes arrivés trop tard et les portes de la ville étaient fermées. Je suis venu coucher dans une auberge loggière. C'est une grosse maison sur la route. Je n'ai point fait le fier. Au lieu de rester en attendant de souper dans ma chambre qui avait en guise de vitre à la fenêtre du papier huilé, je suis descendu à la cuisine où j'entendais nombreuses compagnies. La société assez nombreuse où je distinguais des jeunes filles fort rieuses se tenait à une certaine distance d'un joli feu de sarment, feu vif qui servait à préparer mon souper. Le ciel m'a donné le talent de me faire bien venir des paysans. Pour cela, il ne faut parler ni trop peu. Surtout ne point affecter une totale égalité. Enfin, hier soir, j'ai réussi et j'ai frémi à des comptes de revenants jusqu'à 1h du matin. Ma soirée a été charmante. Il s'agissait d'un Chartreux qui avait volé le trésor d'un paysan, de concert avec sa jolie femme qui avait des bontés pour lui. Il enterra le trésor, puis fut malade, ne put sortir de son couvent, où, comme vous savez tous, aucune femme ne peut entrer. Et enfin mourut, sans avoir pu dire à sa maîtresse en quel lieu il avait caché le trésor. Une fois mort, ce Chartreux, honnête homme, revenait pour apprendre à sa complice où elle trouverait l'argent. Cette femme avait grand-peur, mais aussi grande envie de mettre la main sur la somme. Le Chartreux venait la nuit tirer par les pieds la femme qui était à côté de son mari. Le Chartreux lui disait de le suivre. La femme avait peur et aurait voulu qu'il lui dît tout sur place. D'un autre côté, elle craignait que son mari, qui était à ses côtés, n'entendît quelque chose. C'est ce dialogue de la femme, du revenant, à côté du mari, qu'il ne faut pas éveiller, qui a été rendu d'une manière admirable hier soir, par une paysanne d'une trentaine d'années, fort jolie, ma foi. À tout moment, elle disait « Ah, mais il est trop tard, il faut aller nous coucher !» Et on la conjurait de continuer. Il y avait une finesse et un piquant incroyable dans le dialogue qu'elle nous racontait. Le rôle du Chartreux, qui n'ayant plus besoin d'argent maintenant, ne voulait pas être plus damné qu'il ne l'était et cherchait à forcer la paysanne à rendre le trésor à son mari. Ce rôle du Chartreux avait des traits inimitables. Enfin,
Voyant que les réponses de la femme ne sont pas nettes sur l'article de la restitution, le Chartreux s'écrie tout haut qu'il dira au mari lui-même où gît le trésor. Le mari s'éveille au son de cette voix. Sa femme lui dit qu'elle vient d'appeler la servante parce qu'elle entend les vaches qui se sont détachées dans l'écurie. J'ai bien vu hier soir qu'on avait raison d'accorder une finesse infinie aux paysans du Dauphiné. Je les placerai pour l'esprit à côté de ceux de la Toscane. Le plaisant, c'était que les gens qui étaient assis à côté de moi croyaient aux revenants. Ces montagnards, rusés et fins, ne cherchaient point les émotions. Ils n'en avaient que trop. C'est une de leurs phrases. Les 3 premières anecdotes que vous allez entendre sont toutes imprégnées de cet esprit du XVIIIe siècle, tout en légèreté et libertinage. Ce sont un peu des tableaux de Fragonard ou de Boucher. Voltaire et Diderot n'ont pas encore croisé Robespierre et Marat. On connaît en France l'anecdote de Mademoiselle de Sommery qui, surprise en flagrant délit par son amant, lui nie le fait hardiment. Et comme l'autre se récrie, « Ah, je vois bien, lui dit-elle, que vous ne m'aimez plus. Vous croyez plus ce que vous voyez que ce que je vous dis. » Autre chose. Comme M. de Saône ne venait jamais voir sa femme le soir, elle recevait l'abbé de Boisenon. Il s'y trouvait une nuit, dans un négligé, ma foi, assez embarrassant, lorsque tout à coup on entend venir le duc. « Mon Dieu, nous sommes perdus !» s'écrie Madame de Saône. « Mais non, nous sommes sauvés !» reprend le petit abbé plein de sang-froid. « Nous sommes sauvés si vous voulez bien faire semblant de dormir. » Et il se met à lire tranquillement. Le duc paraît à la porte, l'abbé, le doigt sur la bouche, lui fait signe de se taire et d'approcher sans bruit. Dès qu'il fut près du lit, « Vous êtes témoin, monsieur le duc, que j'ai gagné le pari. Madame la duchesse, qui se plaint toujours de ne jamais dormir, a gagé ce soir que je n'oserais venir dans sa chambre à 1 heure du matin. J'ai renchéri et j'ai dit que je m'y placerais dans son lit. Eh bien, m'y voici. » « Oh là, mais il est déjà 1 heure du matin, dit le mari. » Et il alla consulter une pendule dans la pièce voisine. Après quoi, toujours dans un profond silence, l'abbé se leva, s'habilla et partit avec M. de Saône. Alors toujours à propos d'amour, un jour, les 8 ou 10 nièces de Madame de Montcertin lui demandèrent ce que c'était que l'amour. Elle répondit: « C'est une vilaine chose sale dont on accuse quelquefois les femmes de chambre, et quand elles en sont convaincues, on les chasse. » Victor a un défaut, celui d'aimer beaucoup Madame Lavenel, femme d'un espion qui a 40 000 livres de rente et qui a la charge de rendre compte aux Tuileries des actions du général Lafayette. Le comique, c'est que Benjamin Constant lui-même prenait M. Lavenel pour confident de ses idées libérales. Sa femme était si libertine, si amoureuse de l'homme physique, qu'elle acheva de me dégoûter des propos libres en France. J'adore ce genre de conversation, mais en italien.
Dès ma première jeunesse, alors que j'étais sous-lieutenant de dragon, il me faisait horreur dans la bouche de la femme d'un capitaine. Cette Madame Lavenel est sèche comme un parchemin. Elle n'a nul esprit et surtout nulle passion. Sans possibilité d'être émue autrement que par les cuisses d'une compagnie de grenadiers se promenant en culotte de casimir blanc. Le curé n'était point vieux, la servante était jolie, on jasait, qui n'empêchait point un jeune homme d'un village voisin de faire la cour à la servante. Un jour, il cache les pincettes de la cheminée de la cuisine dans le lit de la servante. Lorsqu'il revint 8 jours plus tard, la servante lui dit « Mais où donc avez-vous mis les pincettes que je cherche depuis votre départ? C'est une bien mauvaise plaisanterie. » L'amant l'embrassa, les larmes aux yeux, et s'éloigna. Cette paysanne de 40 ans est sans contredit la femme la plus distinguée que j'ai rencontrée dans mon voyage. Et pour la beauté, elle vient, ce me semble, immédiatement après l'adorable carliste qui s'embarqua sur le bateau à vapeur de la Loire avec un chapeau vert. Cette noble paysanne s'est tirée avec toute la grâce imaginable du récit d'une petite insolence à laquelle elle a été en butte de la part d'une femme vêtue de noir. La veille, en venant de Rennes, par la même diligence, une religieuse a voulu lui enlever sa place de haute lutte. « Allons, ôtez-vous de là, ma chère dame, il faut que je m'y mette, etc. » Rien de plus joli et de plus plaisant que ce dialogue. La prépotenza saute d'un côté et de l'autre l'esprit vif, mais fort démesuré, d'une femme de bonne compagnie qui a toujours peur d'en trop dire et qui comprend à merveille qu'elle doit l'avanie qu'elle éprouve à son habit de paysanne. J'ai eu cette aimable compagne de voyage jusqu'à Granville. Comme la diligence s'arrêtait 1 heure à Avranches, je l'ai engagée à monter avec moi sur le petit promontoire où existait autrefois la cathédrale du savant Huet, cet évêque, homme d'esprit, qui a écrit sur les romans. De là, nous aurions une vue magnifique de tout le pays. Je lui offrais mon bras sans songer à mal. Y pensez-vous, monsieur? Une paysanne. Ce mot a été dit avec une intonation si pure, si peu affectée, et qui m'a touchée si vivement que j'ai bien répondu. C'est avec cette noble paysanne que j'ai admiré une des plus belles vues de France. D'Avranches à Granville, nous avons vu une foule de ces charmantes maisons de paysans, isolées au milieu d'un verger plein de beaux pommiers et ombragées par quelques grands ormeaux. L'herbe qui vient là-dessous est d'une fraîcheur et d'un vert digne du Titien. Voyez-vous, m'a dit ma compagne de voyage, ces belles fleurs couleur amarante en forme de clochette, c'est la digitale, cette plante qu'on donne pour empêcher le cœur de battre trop vite.
Un monsignor romain stupide et fat à couper au couteau avait permis au comte C de faire son portrait. Le comte C, excédé de la stupidité de son modèle et ne sachant que lui dire, lui dit « Oh, vous aurez une mine fort imposante quand vous serez pape. » L'abbé rougit, baissa les yeux et lui dit « Je vous avoue que j'y ai souvent pensé. Un jeune homme appartenant à une grande famille, un habile intrigant, songe également à devenir monsignor. Un monsignor employé se voit cardinal, et il n'est pas de cardinal qui ne se voit avec la tiare. Voilà qui chasse l'ennui dans la bonne société romaine. Mais vous-même, ô lecteur, qui riez de la politique romaine, que deviendriez-vous si vous saviez qu'un prix de 100 millions sera partagé entre vous et 40 de vos amis? Quelle tête ne feriez-vous pas à cette idée? Pendant que nous étions à Schönbrunn, je remarquai que deux jeunes gens, attachés à l'empereur, ne recevaient jamais personne dans leur logement à Vienne. Nous les plaisantions beaucoup sur cette discrétion, et l'un d'eux me dit un jour « Je n'aurai pas de secret pour vous. Une jeune femme de la ville s'est donnée à moi sous la condition qu'elle ne quitterait jamais mon appartement et que je ne recevrais qui que ce soit sans sa permission. » Je fus curieux, dit le voyageur, de connaître cette recluse volontaire. Et ma qualité de médecin me donnant, comme dans l'Orient, un prétexte honnête, j'acceptai un déjeuner que mon ami m'offrit. Je trouvais une femme très éprise, ayant le plus grand soin du ménage, ne désirant nullement sortir, quoique la saison invitât à la promenade, et d'ailleurs convaincue que son amant la ramènerait en France. L'autre jeune homme, qu'on ne trouvait non plus jamais à son logement en ville, me fit bientôt après une confidence pareille. Je vis aussi sa belle. Comme la première, elle était blonde, fort jolie, très bien faite. L'une, âgée de 18 ans, était la fille d'un tapissier fort à son aise. L'autre, qui avait environ 24 ans, était la femme d'un officier autrichien qui faisait la campagne à l'armée de l'archiduc Jean. Cette dernière poussa l'amour jusqu'à ce qui nous semblerait de l'héroïsme en pays de vanité. Non seulement son ami lui fut infidèle, mais il se trouva dans le cas de lui faire les aveux les plus scabreux. Elle le soigna avec un dévouement parfait, et s'attachant par la gravité de la maladie de son amant, qui bientôt fut en péril, elle ne l'enchérit peut-être que davantage. On sent qu'étrangers et vainqueurs, et toute la haute société de Vienne s'étant retirée à notre approche dans ces terres de Hongrie, je n'ai pu observer l'amour dans les hautes classes. Mais j'en ai vu assez pour me convaincre que ce n'est pas de l'amour comme à Paris. Ce sentiment est regardé par les Allemands comme une vertu, comme une émanation de la divinité, comme quelque chose de mystique. Il n'est pas vif, impétueux, jaloux, tyrannique comme dans le cœur d'une Italienne. Il est profond et ressemble à l'illuminisme. Il y a 1000 lieues de là à l'Angleterre.
Je connais peu de familles plus heureuses que celle de l'Oberland, partie de la Suisse située près de Berne. Il y est de notoriété publique que les jeunes filles y passent avec leur amant les nuits du samedi au dimanche. Un bon paysan se plaignait de quelques dégâts faits dans son verger. Je lui demandais pourquoi il n'avait pas de chien. Mes filles ne se marieraient jamais. Je ne comprenais pas sa réponse. Il me conte qu'il avait eu un chien si méchant qu'il n'y avait plus de garçon qui osassent escalader ses fenêtres. Un autre paysan, maire de son village, pour me faire l'éloge de sa femme, me disait que du temps qu'elle était fille, il n'y en avait point qui eût plus de veilleurs, qui eût plus de jeunes gens qui allassent passer la nuit avec elle. Un colonel, généralement estimé, fut obligé, dans une course de montagne, de passer la nuit au fond d'une des vallées les plus solitaires et les plus pittoresques du pays. Il logea chez le premier magistrat de la vallée, homme riche et accrédité. L'étranger remarqua en entrant une jeune fille de 16 ans, modèle de grâce et de simplicité. C'était la fille du maître de la maison. Il y avait ce soir-là bal champêtre. L'étranger fit la cour à la jeune fille qui était réellement d'une beauté frappante. Enfin, se faisant courage, il osa lui demander s'il ne pourrait pas veiller avec elle. « Ah non, ce soir je couche avec ma cousine. Mais je viendrai moi-même chez vous. » Qu'on juge du trouble que causa cette réponse. On soupe, l'étranger se lève, la jeune fille prend le flambeau et le suit dans sa chambre. Il croit toucher au bonheur. Non, dit-elle avec candeur. Je veux d'abord demander la permission à maman. La foudre l'eut moins altérée. Elle sort, il reprend courage et se glisse auprès du salon de bois de ses bonnes gens. Il entend auprès du salon la conversation, la mère qui lui demandait, la fille qui lui demandait à sa mère l'autorisation qu'elle désirait. Elle l'obtint enfin. N'est-ce pas, vieux, dit la mère à son mari qui dormait encore, que Tinelli peut aller passer la nuit avec le colonel? Oh, de bon cœur, répondit le père. Je crois qu'à un tel homme, je prêterai encore ma femme. Alors, va, dit la mère à Tinelli, mais sois bonne fille, et n'enlève pas ta jupe. Au point du jour, Trinelli, respectée par l'étranger, se leva vierge. Elle arrangea les coussins du lit, prépara du café et de la crème pour son veilleur, et après que, assise sur le lit, elle eut déjeuné avec lui, elle coupe un petit morceau de son Brutsplätz. C'est une pièce de velours qui couvre le sein. Tiens, lui dit-elle, conserve ce souvenir d'une nuit heureuse que je n'oublierai jamais. Mais pourquoi es-tu colonel? Et lui ayant donné un dernier baiser, elle s'enfuit. Il ne put plus la revoir. Voilà l'excès opposé à nos mœurs françaises, et que je suis loin d'approuver. Comment peindre le bonheur s'il ne laisse pas de souvenirs? Mortimer revenait tremblant d'un long voyage. Il adorait Jenny. Elle n'avait pas répondu à ses lettres. En arrivant à Londres, il monte à cheval et va la chercher à sa maison de campagne. Il arrive, elle se promenait dans le parc. Il y court, le cœur palpitant. Il la rencontre, elle lui tend la main, le reçoit avec trouble. Bref,
Il voit qu'il est aimé. En parcourant avec elle les allées du parc, la robe de Jenny s'embarrasse dans un buisson d'acacia épineux. Par la suite, Mortimer fut heureux, mais Jenny fut infidèle. Je lui soutiens que Jenny ne l'a jamais aimé. Et lui, de son côté, il me cite pour preuve de son amour la manière dont elle l'a reçu à son retour du continent. Mais jamais, il n'a pu me donner le moindre détail. Seulement, il tressaille visiblement dès qu'il voit un buisson d'acacia. C'est réellement le seul souvenir distinct qu'il avait conservé du moment le plus heureux de sa vie. Toutes les anecdotes contenues dans ces volumes sont vraies, ou du moins l'auteur les croit-elle. Il n'admet dans son livre que les mensonges absolument indispensables.